Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette buvette, la première de la rentrée. Pour ce faire aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Jérémy Bez. Bonjour Jérémy. Salut à tous, salut Chris. Bah, c'est un honneur pour moi, hein, surtout honneur. Bah écoute, c'est bien gentil. Jérémy, on va tout de suite commencer sans préambule. Est-ce que tu peux un peu te présenter? Et Jérémy Bez, hein, le prénom ne s'invente pas non plus, on le prononce Bez, hein, c'est bien de le dire aussi parce que certains se disent mais enfin pourquoi sur Facebook par exemple il y a un tréma et je leur réponds bah écoutez Facebook n'a pas été très sympa avec moi puisque quand j'ai voulu écrire Jérémy Bez sur Facebook on m'a dit attention veuillez nous envoyer vos documents d'identité parce que c'est un contenu pornographique et là j'ai D'accord. dit bon, j'ai pas envie de commencer à discuter donc j'ai simplement mis un tréma, toute la famille a fait ça aussi donc voilà Jérémy Bez, journaliste à la RTBF, commentateur sportif aussi chez Eleven Sport, depuis maintenant 5 ans chez Eleven et un peu plus de 5 ans du côté de la RTBF. D'accord. Et donc, c'est vrai qu'ici, pour beaucoup de gens, tu es apparu comme la nouvelle égérie RTBF Sport. Donc, tu vas reprendre la présentation de 100% Sport, la nouvelle émission qui remplace le week-end sportif. C'est vrai que pour beaucoup de gens, vu que Eleven s'était pas encore rentré dans les habitudes pour la plupart, tu apparais un peu comme ça. Mais donc, effectivement, ça fait déjà plusieurs années que tu travailles dans le football, plusieurs années que tu travailles dans le journalisme sportif. Donc du coup, est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer ton parcours qui a fait qu'aujourd'hui tu présentes une des émissions les plus importantes du paysage francophone? Bah, je vais essayer de faire le plus bref possible et le plus précis possible. J'ai commencé dans une petite boîte qui s'appelait EKTV. Je ne sais même plus c'était en quelle année. C'était il y a 7 ans, je pense. J'étais encore aux études, j'étais encore à l'IEX à ce moment-là. Et donc EKTV, qu'est-ce qu'il faisait? Il suivait l'équipe de foot du RAEC Mons, c'est-à-dire on faisait des résumés. Donc j'enregistrais ma voix pour faire le résumé en post-production et je faisais les interviews. Donc je suivais Mons dans tous les stades, à domicile comme à l'extérieur. Ça m'a permis de me faire quelques armes. Ça m'a permis aussi de rencontrer des journalistes de la RTBF. Et c'est comme ça aujourd'hui que Frank Peterken, notamment, je me souviens d'un match à Mons où il était présent pour la RTBF. J'avais pu discuter avec lui. Et une fois, quand j'étais dans le train pour aller justement à l'Aix, il m'a dit tiens, il y a la possibilité de passer un test. Est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit bien sûr. J'ai passé le test. Ça a bien fonctionné. Puis j'ai fait mon stage également de l'IEX à la RTBF. Et puis j'ai continué, j'ai commencé à faire des piges chez eux. Donc voilà comment ça a commencé. Et puis chez Eleven Sport, bien, j'ai eu l'opportunité aussi via Eric Lenoir, s'il nous écoute, on le salue, d'être informé qu'il y avait un test de commentateur chez Eleven qui venait de se lancer, qui était à Bruxelles. J'ai foncé et voilà comment l'aventure a commencé. Voilà un petit peu mon parcours dans les grandes lignes. D'accord. Ok, donc oui, c'est un parcours somme toute classique. Il y a eu des portes qui se sont ouvertes, tu t'as plongé dedans, t'as tenté ta chance et ça a fonctionné quoi. Absolument, bah, c'est beaucoup d'opportunités. Après, il ne faut pas avoir peur et c'est un message que j'aimerais bien faire passer parce que souvent on me pose la question. J'ai déjà des jeunes journalistes, en tout cas ceux qui sont encore aux études, qui me demandent parfois, mais tu as vraiment de la chance, on t'a envie. J'ai vraiment conscience que c'est une chance, j'ai vraiment conscience que c'est pas donné à beaucoup de monde et je prends vraiment conscience de ça et j'ai vraiment envie de leur dire, si vous avez envie de le faire, il faut vraiment y croire. Essayez. Si ça fonctionne pas, il sera encore temps à ce moment-là peut-être de se dire, OK, je ferai peut-être autre chose, mais j'ai essayé. Mais si vous vous donnez vraiment les moyens, que vous essayez, vous essayez de foncer entre guillemets dans les portes, euh, ça peut fonctionner. Si vous êtes passionné, pourquoi pas? Ce sera peut-être pas comme commentateur si vous voulez devenir commentateur. Ce sera peut-être d'abord entrer par une autre porte, simplement commencer à faire les résumés de ces matchs sans spécialement poser sa voix. Mais ça se fait petit à petit, et c'est vraiment le conseil que j'ai envie de donner aujourd'hui, Chris, à tous ceux qui nous écoutent. Et c'est le conseil que peut-être que certains qui sont en train de nous écouter, je pense à Christine, je pense à d'autres journalistes comme Benjamin, comme Franck que j'ai cité, c'est les conseils qu'ils m'ont donnés aussi à l'époque. Donc j'ai envie de leur faire passer aujourd'hui. Bah écoute, je pense que ce sont des bons conseils de toute façon. Mais c'est vrai que c'est un monde qui est assez chargé. On voit qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de demandeurs et peu d'élus malheureusement. Donc ce fait que tu aies été mis hein, comme ça en exergue, enfin il y a eu voilà un peu peut-être des mouvements de grogne, il y a peut-être des gens qui se sont dit ah mais moi je méritais peut-être un peu plus. Est-ce qu'il y a vraiment eu une offre d'emploi où on t'a dit voilà postule là et tu es en compétition avec pas mal d'autres gens pour présenter 100% sport, ou bien ça s'est fait naturellement, quelqu'un est venu te voir en disant bah oui ce serait toi qui serait le meilleur profil par rapport à ce que nous recherchons comme ligne éditoriale. Ça s'est joué comment en fait à ce niveau Bah, je là? pense que ça s'est fait, c'est un peu un mix des deux. Donc, je pense que,
La RTBF savait aussi, en toute humilité, vraiment ce que j'étais capable de faire, puisque j'ai eu l'occasion de présenter le journal d'information sur une chaîne locale qui m'a vraiment permis de faire mes armes aussi. Euh, la RTB savait ce que je savais faire. Ça, c'est une chose. La présentation, j'ai toujours été quand même à l'aise là-dedans et j'aime beaucoup faire ça. Et puis, il y a eu de manière tout à fait officielle un casting qui a été organisé. Bon, c'est pas un casting qui a été, c'est la petite précision, qui a été organisé pour 100% sport. Parce qu'à ce moment-là, moi, j'avais pas encore eu d'écho du fait que ça voulait changer. Il y a eu un casting pour les Jeux Olympiques. Voilà ce qu'il y a eu concrètement il y a quelques mois. C'était avant l'interruption pour le Covid. Un casting qu'on est une bonne quinzaine à avoir passé. Et c'est sur base de ce casting-là que j'avais réussi, un casting en 2 phases. C'est sur cette base-là, après, qu'on a appris l'annulation des Jeux, tout d'abord. Donc là, c'était la déception. Ouais, tout à fait. Et puis pendant le Covid, là, on m'a rappelé pour me demander est-ce que tu serais éventuellement intéressé de présenter, intéressé et disponible, puisque je suis indépendant, pour présenter la nouvelle offre sportive de la RTBF. Évidemment, je n'ai pas dit non. Mais voilà, donc c'est sur base d'un casting qui, il est vrai, à la base n'était pas destiné à 100% sport, c'était pour les JO, mais c'est un casting qui, m'a-t-on dit par la suite, a été apprécié, et voilà, j'en suis plus heureux aujourd'hui, qui a été apprécié par la rédaction des sports, en tout cas par les décideurs de la rédaction des sports, et aussi un petit peu plus haut, puisque la direction des sports n'a pas été la seule à trancher dans cette décision-là, quoi. Oui, effectivement, enfin, pour travailler aussi à la RTBF, je sais que souvent il y a beaucoup de gens qui doivent donner leur aval pour une position, pour un nouveau poste et tout ça. Donc c'est sûr que quand tu arrives là quelque part, il y a eu du mérite de toute façon. Quoi qu'il se passe, même si on a les bons copains, même si on a les bons poussants, de toute façon il y a une part de mérite qui est quand même importante. Et ici, voilà, c'était un casting, tu as réussi le casting, c'est normal que du coup tu sois pris. Mais du coup, tu parles des Jeux Olympiques. Mais Mhm. est-ce que du coup, t'es pas un peu déçu de justement de pas pouvoir couvrir des Jeux Olympiques, en plus qui étaient au Japon, qui étaient promis comme étant sûrement les mieux organisés de ces 50 dernières années? On ne le sera on va jamais le savoir, hein, mais non, je peux pas être déçu, honnêtement. Je peux pas être déçu. On en parlait justement tout à l'heure de beaucoup de jeunes aussi qui font ces études-là. Comment je pourrais être déçu aujourd'hui? Et c'est que c'était comme ça. Moi, j'ai souvent ma maman qui m'a dit, écoute, ce qui arrive, c'est parce que ça doit arriver. Et il y a entre guillemets pas de hasard. Tu fais ce que tu dois faire, tu fais ce que tu es convaincu de devoir faire. Et puis tu vois, encore une fois, si ça devait pas être pour moi, ça n'aurait pas été pour moi. Il y aurait peut-être eu de la déception, c'est certain. Mais non, je peux pas aujourd'hui, honnêtement, Chris, en ayant cette possibilité-là, d'être déçu. C'est vrai que pendant le C'est Covid, clair. je me suis dit, merde, je dis, c'est pas vrai. J'ai réussi ce casting, ça pouvait être une chouette aventure, ça pouvait être vraiment un chouette pas dans ma carrière, et je me dis, c'est pas vrai. Pourquoi ça? Et, bon, et puis voilà, j'ai eu ce coup de fil, et je vais pas choisir, hein, je vais pas te dire ce que j'aurais préféré, parce qu'encore une fois, c'est vraiment une chance immense, et je réalise vraiment. Mais donc, non, il n'y a pas de déception. C'est clair. Peut-être Moi, je parce qu'il y a eu comprends. la bonne nouvelle par la suite. Ça, c'est vrai aussi. Ouais. Ça, mais présenter les jeux, bon, maintenant que tu le dis, Après, voilà. c'est vrai que voilà, ça aurait pu être très sympa aussi. Ça aurait été aussi une belle expérience. Et puis, qui sait, enfin, on les annonce pour l'année prochaine. Si ça tombe, tu le feras, mais un an plus tard, quoi. Ouais, ça, je sais pas, mais il y en a d'autres aussi qui ont Ouais, passé ce casting et qui ont été très bons. Je peux t'en citer deux. Il y a Thibaut Rinchon qui a fait ce casting-là. Il y a Lancelot Melwater qui a fait ce casting-là aussi et qui ont aussi été sélectionnés pour je vais dire la phase finale. Mais c'est aussi subjectif. Tu vois, à un moment donné, bon, il y a certainement de l'objectivité dans cette subjectivité, mais voilà, oui, j'ai de la chance que ce soit moi, mais je suis aussi conscient que d'autres auraient pu être là et auraient fait le taf tout aussi bien, j'en suis sûr. tout à fait, tout à fait. Mais justement, donc tu parles des Jeux Olympiques, tu parles du football. On t'a entendu il y a quelques jours sur la ligne d'arrivée d'une étape du Tour de France. Ouais. Est-ce que du coup il fallait vraiment avoir ce côté un peu couteau suisse, touche à tout, pour pouvoir réussir dans le journalisme sportif, en tout cas à ton niveau, à un très haut niveau? Ou est-ce que c'est vraiment plus le hasard qui a fait que tu t'es retrouvé une fois là-bas, et que tu dois connaître juste un petit peu tout, ou bien alors tu t'intéresses vraiment à fond sur tout, et c'est ce qui a fait que maintenant du coup tu as cette place-là? Je vais reprendre les choses dans l'ordre. Donc, il y a eu, en fait, le Tour de France, pour tout dire, j'étais en vacances. D'accord. Vraiment. Je n'arrivais pas à caser mes vacances dans le calendrier parce qu'il y avait toute une série d'événements.
Et j'étais avec ma copine qui, elle, avait posé ses vacances. Elle a un boulot fixe, elle doit poser ses vacances, elle a rentré ses dates, paf, 15 jours. Et je me dis, il faut vraiment que j'essaye quand même de faire quelque chose pour essayer d'être avec elle. Je me dis, on va aller à l'île de Ré avec mes grands-parents. Et très bien, j'ai essayé de regarder un petit peu l'agenda entre deux émissions. Voilà, je te donne 4 jours. Et puis c'est véridique, à la veille de partir, j'ai le grand-père de ma copine qui m'appelle en me disant ouais, Jérémy, c'est génial, on pourra regarder le Tour de France. Je fais cool, mais c'est que la connexion dans le camping est excellente. Enfin, Ouais, c'est ça. tant mieux, je voulais pas vous embêter. Non, 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 le Tour de France passe vraiment là où on va. Et donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, nous, on a loué des vélos là-bas, on a été en vélo, on a passé la journée. Et je me suis positionné à quelques mètres de la ligne d'arrivée. J'ai fait un petit message à Rodrigo. C'était une déformation professionnelle. Mais je sais que parfois, il voyait aussi des vidéos passer. Je me suis dit, je vais jouer le jeu. Je vais faire les 5 derniers kilomètres en vélo. Ça va être fun pour moi tout d'abord. Puis je poste ça. Cyril Saugrin l'a vu, Rodrigo l'a vu. Et voilà, c'était plus dans ce sens-là. En tout cas par rapport au Tour de France. Donc c'était des vacances. Pour ta deuxième question, c'était le couteau suisse. Ben, en fait, je pense que ça peut être un avantage comme un désavantage. Parce que parfois, si tu as trop de facettes, peut-être qu'à un moment donné, on va se dire, ouais, mais on ne sait pas trop dans quelle case le mettre en fait. Ouais, il peut faire ça. Et moi, j'avais un peu ce problème-là au début à la RTBF, en me disant, oui, c'est bien, Jérémy, hein, il sait causer de ça, il sait causer de ça, il sait causer de ça, mais est-ce qu'il est spécialiste dans une discipline? Est-ce qu'il survole ces disciplines ou alors est-ce qu'il les connaît vraiment? Ça, c'est une première remarque. Et puis parfois, comme je te le disais, on ne savait pas trop dans quelle catégorie me mettre. Et donc là, il y a eu des discussions qui ont été faites. Moi, j'ai toujours dit que la présentation, j'étais à l'aise là-dedans parce que j'aimais bien. J'essaye en fait d'être moi-même et en fait pouvoir retirer des choses d'invité, c'est ce qui me plaît. Voilà, je ne sais pas expliquer pourquoi. Si on me demande de choisir peut-être entre du commentaire, des reportages ou de la présentation, je dirais à mon avis de la présentation, bien que le mix soit cool. Mais donc, est-ce que ça aide d'être couteau suisse, Chris? Oui, ça aide. Ça aide parce qu'aujourd'hui, j'ai l'occasion de commenter du football, du basket. J'ai fait du tennis, du cyclisme, du MotoGP il y a très peu de temps. Mais en fait, je suis comme ça. Pour résumer, je suis comme ça et je suis comme ça à la maison aussi. Euh, j'aime bien tout. J'aime bien tout. Il y a peut-être 4-5 disciplines que je pourrais commenter, sur lesquelles je pourrais travailler. Et, bon, moi, je pense que ça comme un avantage, quoi. Mais c'est gay surtout. Ouais, non, clairement, clairement. Et puis on a eu cette discussion aussi, parce qu'on a déjà eu quelques journalistes qui sont passés aussi, mais c'est vrai Ouais. qu'au jour d'aujourd'hui, il faut avoir ce côté aussi adaptatif où tu dois pouvoir parler d'autres sports ou d'autres sujets, parce que malheureusement en Belgique, ça devient difficile d'être uniquement basé sur un seul sport. On en a parlé avec Greg Yenko justement la dernière fois, qui lui est journaliste vélo, mais malheureusement il dit, moi j'ai jamais travaillé en temps plein sur du vélo. Il est fan de vélo, il est calé en vélo, mais il n'y a pas l'opportunité, en tout cas, il n'y a pas les événements suffisants que pour pouvoir dire, ok, mon année, c'est du vélo et je continue là-dessus. Donc, le couteau suisse, il le faut d'une part personnelle, mais d'un côté professionnel, malheureusement, on n'a pas le choix, il faut aussi s'y plier. Bah oui, il le faut pour pouvoir saisir les opportunités, hein, dont tu parlais tout à l'heure. C'est de se dire, voilà, moi ça a commencé comme ça, par exemple pour le MotoGP. Et c'était, il y a un absent, on regardait un petit peu la liste des pigistes qui étaient disponibles. Tiens, Jérémy, est-ce que tu veux faire les magazines MotoGP? Là, tu te dis, quoi, le MotoGP? Mais franchement, il y a 4-5 ans, j'avais jamais regardé une course. J'y connaissais absolument rien. Et puis je dis, bon, ok, je veux bien dépanner. Je l'ai fait une fois et j'y ai pris goût. Et c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Pareil avec le tennis, où évidemment, on a tous regarder Roland Garros, etc. Mais quand on s'y plonge vraiment, ça devient addictif. Ah, bien sûr. Donc voilà, c'est sûr que c'est un avantage pour pouvoir saisir les opportunités. Après, je pense notamment ouais, à Greg dont tu parlais. Ouais, je pense j'en discutais avec Patrick Stein. Oui, ben il est Ouais, venu aussi dans la buvette il n'y a pas longtemps. il y a très peu de temps, on regardait un petit peu le Tour de France tout à l'heure. Et je suivais ses tweets hier à la maison, et aujourd'hui j'étais à côté de lui. Et je dis, mais enfin, Pat, t'es calé à mort, moi, dans le cyclisme. Pourquoi t'as jamais commenté? Et c'est ce qu'il me disait aussi. C'est une question d'opportunité. Il fait, ben voilà, il n'y a pas eu les opportunités qui Ouais. sont mises sur sa route. Pourtant, je peux vous assurer, et c'est pas un scoop, que si Patrick Stein commande du cyclisme, ça va cartonner aussi. Donc voilà, c'est une série d'opportunités et d'occasions. Oui, c'est ça. Et puis, il y a des places aussi qui n'y a pas forcément. Les droits du tour sont à la RTBF. À la RTBF, il y a déjà une hiérarchie qui est déjà bien en place pour le vélo. Enfin, il faut vraiment un sacré concours de circonstances pour que ce ne soit ni Rodrigo, ni Laurent Bruvier qui s'occupent du vélo, quoi. Faut... Après, faut c'est pas un trouver le cadeau. tour. Je pense qu'il
je me souviendrai toujours de la première opportunité que j'ai eue pour commenter du cyclisme. J'en ai eu une par la suite pour commenter du cyclocross sur Proximus avec Mathieu Istas, avec Ouais. Gérard Bullet, avec Loïc Henault. C'est une discipline que j'adore aussi. Mais le cyclisme, c'était une vieille kermesse. Avec tout le respect que j'ai pour les kermesses. Mais alors, c'est là qu'on se rend compte. Faites le test, même vous vous mettez devant les 10 derniers kilomètres d'une course que vous n'avez pas encore vue. Sinon, c'est un peu plus facile. Mais essayez de faire le test de reconnaître les coureurs. Ah, c'est horrible. Parfois, on me dit, mais comment tu fais pour reconnaître les joueurs sur un terrain de foot? Ça va vite. Mais alors, les coureurs, Ah, il suffit avec le qu'il fasse mauvais, qu'il y ait de la boue au cyclocross. Enfin, je veux dire, c'est impossible. Oui, les trois premiers, une fois qu'ils se sont lâchés, on le sait, mais après, ouais, quand il vous y a le savez que Van Der peloton. Poel est devant, que Ouais, voilà, Bernard c'est est ça. derrière, mais oui, oui, non, c'est extrêmement compliqué. Et certains disent, ouais, moi je pourrais commenter du cyclisme, c'est facile. Mais si la hiérarchie elle est là, c'est pas pour rien et c'est pas évident. Regardez Rodrigo ici, Laurent l'a très bien fait aussi. Être capable de commenter comme ça pendant 3 semaines, plus de 5 heures de direct par jour, Ouais, il faut le faire, hein. c'est Faut quand le même un faire. marathon aussi, hein. Donc tout Ici, ce qu'on peut dire, non, ouais, c'est clair. Même si cette année, on va dire, c'était plus simple de commenter le tour parce que bon, ça peut partir dans tous les sens et c'était vraiment un chouette tour avec plein de dynamisme. Mais je me souviens de certains tours où il y avait Armstrong qui éclatait le tour et où il y avait absolument rien à dire pendant 6 heures. Et puis il y avait juste un final, un sprint entre deux personnes qu'Armstrong voulait bien laisser partir 100 mètres devant. C'était compliqué, hein. Il fallait sortir ses meilleures histoires. Et bon, après, ah, Rodrigo mais a tous les jeux de mots possibles pour le faire, il n'y a ça pas de d'intérêt question. pour les fiches. Alors, j'entends beaucoup de gens qui parlent des fiches de Rodrigo et même parfois quand je croise des gens, ah oui, tu travailles avec Rodrigo, ouais, ouais, et il a vraiment des fiches. Oui, mais qu'on en dise ce qu'on veut. Quel travail Ouais, c'est ça, c'est ça. de préparer ces fiches à chaque fois qu'il y a un coureur. Enfin, moi, je l'ai déjà expérimenté et c'est pareil pour un match de foot. Quand il se passe quelque chose que vous ne pouvez pas prévoir avec un joueur, il faut savoir avoir quelque chose à dire sur ce joueur-là. Donc, c'est incroyable. Hein. C'est un petit peu les fiches mythiques de Rodrigo Benkens. Mais derrière, le boulot qu'il y a pour mettre tout ça à jour, c'est un cas d'école, Oui, bien sûr, honnêtement. Un cas bien sûr. d'école. C'est lui qui m'a fait aimer le vélo. Moi, je suis un gros cycliste, comme j'en parlais. Je dis, moi, j'adore le vélo, mais j'adore les classiques et le Tour de France. En gros, je regarde ça certains dimanches, et alors le Tour de France, là, je le mets au taf, mais sinon, je suis pas du tout ni le Giro, ni la Vuelta, ni rien. Donc, quand je vois Rodrigo qui arrive et qui arrive à te faire vivre les courses, et même quand des fois il n'y a pas grand chose, ben, ouais, ça te donne envie de continuer à regarder, ça te donne envie. Et c'est là le boulot du journaliste, je pense. Et c'est là que dans certaines compétitions, on s'est un petit peu perdu. C'est-à-dire que, allez, quand on pense à des journalistes sportifs, on pense à ceux qui nous font vivre l'événement. On s'en fout des fois de l'objectivité quand c'est les Diables Rouges. On s'en fout de l'objectivité, on veut juste vivre la passion, on veut juste ressentir des émotions et les plus beaux matchs qu'on a vus c'est quand on était tous derrière notre équipe nationale où là il n'y avait plus de questions de Charleroi, Standard, Anderlecht, quoi que ce soit, c'était juste des émotions et c'est vrai que le travail du journaliste c'est d'aider à nous créer ces émotions et pour ça Rodrigo est très fort. Alors Jérémy, je t'ai pas encore entendu beaucoup en truc. J'espère que dans le futur ce sera ton cas aussi, mais c'est vrai que ça nous fait. Enfin, quand on entendait Vincent Langendries à la limite des pleurs en train de regarder les Belgium Tornado prendre une médaille, enfin, je suis pas du tout athlétisme, mais ce moment-là, il m'a fait vibrer, j'ai eu des frissons, quoi. Donc, Ouais. Pour ouvrir la parenthèse et la refermer très rapidement, de ces dernières années, dans les duos que j'ai pu regarder à la maison dans le canapé, Vincent Langendries et Fred Honneux, c'est du très, 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 très haut niveau. Hein, ouais, en tout à fait. termes de... Ouais, tu en parlais évidemment. Il y a Rodrigo et Cyril qui sont aussi très bons, mais moi, s'il y en a un pour l'instant qui m'a vraiment marqué, plus qu'un autre, c'est Vincent Langendries et Fred Honneux. Après, pourquoi, comme justement tu le disais, c'est pas donné à tout le monde non plus, c'est de pouvoir à un moment donné, c'est vraiment le détachement. C'est vraiment le cas de se dire, ok, on oublie tout, on se met dedans. Et bon, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Hein. On peut parler par exemple de Marc Delire dans le football, qui ne fait pas, voilà, c'est soit on l'aime, soit on ne l'aime pas. Ouais, il fait pas l'unanimité, c'est sûr. Et Ouais, c'est sûr. moi, j'aime bien Marc. Pourquoi? Parce que Marc est comme ça dans la vie aussi. Marc cause. Et au final, il dit clairement les choses et en fait, il est authentique. C'est ça, Et, c'est ça. Vincent et Fred sont authentiques dans leurs commentaires. C'est pas du chiquet. Ils, ils s'entendent bien dans la vie. Ça se ressent. Ils le font ressentir. Voilà, ça c'est magique et ça ne se travaille presque pas. J'ai envie de dire. Il y a des duos comme ça qui fonctionnent tout de suite. Et ouais, celui-là m'a marqué. Ça c'est clair.
Ah non, c'est sûr. Enfin, franchement, Vincent Lagondris, je pense on n'en parle pas très souvent, mais il est toujours là au grand rendez-vous, il est toujours là pour nous faire vivre les choses. Moi, je me souviens de sa grande période au Brésil où il était bord terrain et où on l'entendait à chaque fois en train limite de sangloter ou de stresser encore plus que nous, encore plus que les joueurs. Je crois qu'il était à la place de Wilmots dans sa chemise, quoi. Donc Et c'est vrai que c'est. encore une fois, Chris, si quelqu'un comme ça peut vous toucher aujourd'hui en termes d'émotion, c'est parce que derrière, il y a une personnalité. Et je peux vous assurer que humainement parlant, c'est quelqu'un qui est au niveau de ses commentaires, en fait. On parlait des fiches de Rodrigo. J'ai une fois croisé Vincent à la rédaction avant de partir, avant que lui ne parte sur un match des Diables Rouges. Il a aussi, hein, il met à jour ses dossiers, mais tout le temps. Donc, il a des notes impressionnantes sur chaque diable, c'est incroyable. On parle beaucoup de celle de Rodrigo, mais la préparation de Vincent, c'est aussi, ça mériterait aussi un petit focus parce que franchement, c'est assez intéressant. Bah, c'est vrai que ça, on n'en parle pas assez des préparations des journalistes parce qu'on dit, oui, journaliste c'est simple, on se met derrière un micro, on dit ce qu'on voit, mais il y a vraiment beaucoup de choses derrière et il faut se tenir au courant en continu, il faut savoir ce qu'on dit. Et c'est un peu ce qui a été reproché au début d'RTL, quand RTL a eu les premiers droits de la Ligue des Champions, où là, ben, on voyait que c'était pas des journalistes sportifs à la base qui ont été, qui sont mis sur la Ligue des Champions. Et donc pendant un an ou deux, je pense, il y a eu un peu un flottement. Maintenant, voilà. RTL a pris ses marques aussi, ils ont réussi à faire de bonnes choses. Et maintenant, on n'en parle plus. Il y a eu le cas Anne Ruet que j'essaie d'avoir à la buvette, j'espère que je l'aurai une fois aussi. Mais Je vais qui. passer un petit message. On va prendre le téléphone tout de suite. Anne, voilà, on va faire quelque chose pour que Anne vienne. Ça va. Parce On que je peut lui le ai dire. demandé, mais du coup, il fallait passer par son agent qui gère les interviews. Mais le cas d'Anne, c'est vraiment un cas typique parce de gens qui disent, ouais, mais Anne, elle était là parce que Stéphane Poels, elle était à côté de Stéphane Poels. Donc, du coup, elle était là pour faire belle. Et après, Poels a eu ses problèmes, il a été évincé. C'est Anne qui a pris la place. Je suis désolé, Anne Ruet fait un très bon travail. On peut dire Il ce ne faut pas qu'on oublier non veut. plus qu'elle était sur AB3. Elle a Oui, c'est commencé à ça. bosser sur AB3, elle a bossé pour Standard TV et il n'y avait personne à côté d'elle, hein. Donc voilà, je veux dire, c'est l'une des personnalités féminines qui fait ça très 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 bien, qui humainement est aussi adorable. Et donc voilà, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, Non, des non, tout à demoiselles. fait, tout à fait. Ben, je Effectivement, crois il faut que savoir. on a eu enfin, Christine est sûrement enfin, une des pionnières là-dedans en Belgique. La grande Et maman. c'est toujours le mot qui revient. Quand on a fait l'interview, j'ai demandé à deux, trois copains qui avaient travaillé avec elle un peu. Ils me disent, ouais, c'est la maman, c'est machin. Et quand on a parlé avec, elle est ultra gentille. Et j'ai jamais eu l'impression que son talent ou que ses compétences aient été remis une seule fois en cause. En fait, pour moi, Christine, tout le monde a dit, bah oui, alors qu'il y a eu beaucoup de débats sur le fait que les femmes et le football, machin, et nana, Christine, il n'y a jamais personne qui a osé la remettre en cause. Elle a une connaissance infinie du football, elle a une bienveillance, que ce soit avec ses collaborateurs ou que ce soit avec les acteurs du monde du foot. Donc oui, elle a sa place. Comme Anne Ruet a réussi à la prendre, même si elle a dû batailler beaucoup plus au début parce qu'elle a été un peu parachutée dans le truc. Mais je pense que maintenant, les femmes dans le foot, comme on peut en parler beaucoup et comme voilà, quand on va dans les réseaux sociaux, c'est pas très joli. Elles ont clairement leur place. J'ai reçu Aurélie Herman aussi qui travaille à Sport Foot Magazine, qui elle s'y connaît 10 fois plus que moi sur la plupart des dossiers football. Donc oui, non, faut rendre à César ce qui appartient à César. Là C'est pour ça, l'instant, Christine, elle est, encore une fois, en bord terrain quand elle fait une interview, comme elle est avec nous dans la vie. Et je la côtoie pas depuis des années non plus. Je me rappelle d'avoir fait mon rapport de stage de l'IEL justement en allant la voir. Mais Christine, elle est comme ça. Elle, je me souviens encore ici, quand il y a pas très longtemps, quand elle est arrivée dans la grande famille Eleven, Christine n'est pas arrivée en disant, ouais, je suis Christine Schrader, je dois faire quelque... Non, c'était vraiment en toute humilité. Elle est limite rentrée sur la pointe des pieds. C'était mignon, je trouve. Enfin, voilà, moi j'y suis depuis plusieurs années chez Eleven et j'avais l'impression, voilà, d'accueillir quelqu'un de nouveau. Mais enfin, elle est adorable dans ce qu'elle fait. Et encore une fois, comme Vincent, si elle arrive à faire ce travail avec du talent, c'est parce qu'elle est elle-même. Et pour moi, c'est ça qui fonctionne. c'est ça, clairement. J'ai une question ici sur le chat de Ah, Archie qui me dit: à l'heure actuelle, en tant que jeune présentateur sportif, peut-on encore voir une vision sur le long terme, carrière complète, etc., où on apprend à vivre au jour le jour, contrat par contrat? C'est une question très intéressante parce que c'est vrai que c'est un milieu où on peut pas se dire, voilà, pendant 20 ans, je sais que je vais avoir cette présentation ou je sais que je vais avoir ces équipes, quoi. C'est vrai que c'est une question très intéressante. non, mais bonjour à Archie, hein, d'abord. Merci pour sa question. Et
Mais je pense que plus que jamais, il faut vraiment profiter parce que c'est. En plus, je suis indépendant, donc j'ai même pas un contrat à la RTBF ou j'ai même pas un contrat chez Eleven qui me permet de me dire, ok, c'est bon, on peut y aller, on fait et on voit. Euh, c'est compliqué, hein. C'est compliqué dans la vie de tous les jours et mais c'est humainement pas facile. Et il y en a beaucoup qui sont dans cette situation-là aussi. Alors oui, aujourd'hui, moi je me dis, j'ai la chance de présenter 100% sport. Ce sera pour 40 émissions. Ce sera pour la première saison. Et moi, ce que je dois faire, c'est être moi-même, faire ça correctement. Et puis, encore une fois, si ça doit se poursuivre par la suite, ça se poursuivra. Et, mais on ne peut pas gérer ça. On peut pas gérer ça. Et donc, comment faire? Soit on se lamente déjà en se disant, ouais, mais ça va être compliqué, j'ai pas envie, parce que. Alors, on se lance pas dans ce métier. Il y a d'autres secteurs qui sont comme ça, Chris, à mon avis. Archi aussi, il y a d'autres secteurs où on sait que ça va être compliqué à l'avance. Celui-ci, c'est pas un mythe, c'est compliqué, il y a de la concurrence. On a finalement, il faut être honnête, on a très peu d'amis dans le milieu même. Je sais les compter sur les doigts d'une main. Parce que voilà, si tu fais un job aujourd'hui, ça veut dire que peut-être ton ami qui est à côté, lui, ne le fait pas. Ouais, c'est clair. Donc ça, c'est extrêmement compliqué. Donc avoir une vision à long terme dans ce milieu, évidemment, non, en fait, il faut pas y penser. Il faut vraiment profiter du moment. Et c'est pas un cliché, hein. C'est parce que j'ai moi-même du mal et moi-même, je fais parfois un travail sur moi-même en me disant, ouais, ici, je vais acheter une maison, mais même auprès des banques. C'est ce Ah que les ouais, banques monsieur. disent, ouais, mais vision à long terme. Ouah, mais non, vision à long terme. Je sais pas faire une vision à long terme. Moi, j'ai une émission, j'ai signé pour 40 émissions. Donc voilà, évidemment, tu vas près d'un banquier avec ça, tu as l'air d'un con. Mais donc et je pense que c'est aussi pour ça que parfois certains changent, hein, d'orientation. Ouais, mais Parce qu'à un moment donné, il faut de la stabilité. Ce sera quoi me concernant, je sais pas. Mais là, j'ai juste envie de profiter, juste d'être moi-même. Et puis, on verra, hein, Archie, on verra, Chris. On bah, croise les doigts, quoi. c'est vrai que cette discussion-là, on l'avait eu avec justement Patrick Stein qui était venu avec François Descamps. Et Oui, François, lui, avait complètement arrêté, donc il commentait pas mal de foot et il avait une place récurrente en cabine pour commenter des matchs de Jupiler Pro League. Mais il a dit à un moment, voilà, j'ai un contrat pour travailler pour la commune d'Anderlecht, pour responsable communication de la commune d'Anderlecht. C'est un contrat ou c'est un CDI, je sais que je vais avoir autant d'argent par mois, je sais que je vais avoir une sécurité, des congés, machin. Ben ouais, c'est difficile de dire, de prendre la décision. Et on en parle aussi, il y a forcément la passion qui rentre effectivement en compte. Je pense qu'on ne peut pas faire ce métier-là sans passion. Et que si on ne l'a pas de base et qu'on n'a pas envie de se donner à 100%, c'est sûr qu'il ne faut même pas essayer parce que ça sera trop compliqué à ce moment-là, quoi. après, bien sûr, j'ai fait les sacrifices comme beaucoup ont fait les C'est sacrifices. ça, ouais, ouais. Je veux dire, moi, ma copine fait un travail du lundi au vendredi. Moi, je suis pas là du vendredi au dimanche, C'est déjà. ça, hein, bien sûr. Et- Mais je suis, entre guillemets, mal placé pour en parler parce que moi, j'ai la chance que pour l'instant, et je touche du bois, ça fonctionne. Mais je pense aussi à tous ceux qui ont la même passion que moi, peut-être même plus grande, qui ont le talent, peut-être même plus que moi, mais qui n'ont pas encore eu l'opportunité de. Et là, ça, c'est la situation la plus compliquée. Donc moi, aujourd'hui, ouais, voilà, j'ai la chance. Mais honnêtement, il faut en avoir conscience de cette chance. C'est ça. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, bah, tu sais pas combien de temps ça peut durer, quoi. Non, c'est clair. C'est clair. Bah écoute, on va passer aussi à un autre petit point qui était assez intéressant. C'était la question des droits, avec laquelle on a parlé un peu avec Christine justement. Mais donc, tu es journaliste RTBF, tu es journaliste Eleven. Est-ce que quand chaque année on a la renégociation des droits télé, est-ce que toi, tu es dans une situation un peu de stress, de pas trop savoir comment ça va se passer? Parce que tu sais que si maintenant un nouvel acteur arrive, c'est ni Eleven ni RTBF qui prend la plupart des droits, tu seras peut-être un peu mis de côté, ou il y aura plus de boulot parce qu'il y aura plus il y aura plus de droits à l'image pour les matchs ou des choses comme ça. Est-ce que c'est vraiment un moment auquel tu es un peu en stress, où tu te dis, bon, voilà, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Mais c'est un moment que j'ai pas encore connu en mode stress, puisqu'ici, forcément, j'avais la chance d'être à la RTBF et j'avais la chance d'être chez Eleven, mais je peux t'assurer en tout cas que j'ai côtoyé des gens qui étaient vraiment dans cette situation de stress. Et quand on parle de vision à long terme, si on ne sait pas le faire, c'est l'un des facteurs qui explique qu'on ne sait pas le faire aujourd'hui. On peut éventuellement se projeter à long terme sur 5 ans. Si tout va bien, on commande peut-être du foot belge, on fait des émissions pendant 5 ans, mais après, mais c'est horrible, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est horrible. Et donc, c'est une éternelle remise en question. Et encore une fois, on ne contrôle pas. Et donc, il faut essayer de se diversifier. Donc aujourd'hui, ouais,
c'est pas toujours. Certains disent que c'est pas toujours bien vu d'être à gauche, à droite, dans tous les médias, mais vous êtes obligé d'une certaine manière. Et c'est ça qui est peut-être un peu dommage pour le téléspectateur qui regarde un match à la télé et qui se dit par exemple, ok, là je regarde un match de foot sur Eleven, un tel au commentaire. Je zappe, je vais voir une émission 2 heures plus tard. Comment ça se fait que ce mec est encore là sur une autre chaîne? Donc ça peut être un peu perturbant aussi. Mais c'est le modèle. C'est le modèle qui est comme ça. Et aujourd'hui, je reste persuadé que le marché est quand même très fermé parce que c'est les mêmes personnalités qu'on retrouve un petit peu partout. Mais pour en revenir à ta question, moi, j'ai plus vécu le stress de collègues et de certains amis là, ces derniers mois qui ne savaient pas s'ils allaient pouvoir continuer. Et ça, quand ils font pour certains le métier depuis plus de 15 ans, c'est là que tu prends une claque et que tu réalises aussi. Hein. Ouais, bien sûr. Donc, en fait, j'essaie de ne pas y penser parce que rien que d'y penser, tu n'aurais pas dû poser cette question. Désolé, désolé. Ça m'a un peu mis le moral. Donc, voilà. Ok. Vraiment, Euh, step back. donc, ben, du coup, sur Eleven, vous avez beaucoup de droits. C'est vous qui avez un peu géré tout ce qui allait se passer au niveau football. Ça a été les contrats, les partenariats et tout ça. Et vous avez aussi créé, vous avez créé aussi pas mal de contenu en dehors des matchs et des retransmissions de matchs. Vous avez un peu copié la buvette en faisant les Eleven Corner. Donc, T'en as parlé avec Pat Stein. ouais, j'en avais parlé avec lui. Ouais. Alors, Mais du coup, c'est vrai que est-ce que tu penses pas que c'est un peu ce que les gens recherchent au jour d'aujourd'hui dans le monde du football? C'est-à-dire qu'on a vraiment une distanciation qui s'est faite entre les acteurs du monde du football, donc les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants, et le public. Parce que, allez, je prends toujours un exemple à la con, mais moi j'ai joué au foot quand j'étais petit. On faisait le stage du club de Jumet à Charleroi. Ben, à la fin du stage, c'était 3 ou 4 joueurs du Sporting qui venaient, qui tapaient la balle avec nous. On faisait des photos, des dédicaces, machin. J'ai des dédicaces quand j'étais petit de Eric Guérez, d'Enzo Schifo. Enfin, c'était incroyable. Est-ce que maintenant, on a encore un compagnie qui irait voir un petit truc comme ça, Eden Hazard, qui irait taper la balle avec les jeunes de Tubize ou des choses comme ça, qui ne soient pas juste des gros moyens de communication en fait. Donc est-ce on perd vraiment ce contact avec le monde du football et du coup effectivement les gens recherchent ce contact comme tu peux le proposer dans le Eleven Corner, comme j'essaie de le proposer ici, mais est-ce que tu trouves qu'il y a vraiment ce problème de distanciation entre le public et les acteurs? oui, et pour moi, l'un des facteurs qui peut expliquer ça, c'est qu'en fait, les footballeurs sont devenus pour la plupart des objets. Ils ne se gèrent même plus eux-mêmes. Ils ne se gèrent plus eux-mêmes. Et j'ai le cas quasiment chaque semaine où on veut. Bon, le championnat belge, c'est encore une autre échelle, mais au niveau international, vous pouvez avoir un accord, et ça m'est arrivé récemment, avoir un accord avec Torgan Hazard pour une interview, mais le club bloque. Le club bloque. Et même pas uniquement le club, vous avez parfois aussi tout ce qui est sponsoring, tout ce qui est agent qui bloque. Donc Torian, par exemple, était tout à fait OK pour faire une interview, mais ça ne convenait pas au club. Donc ça ne s'est pas fait à ce moment-là. Je ne dis pas que Dortmund reste un club ouvert et accessible. Il y aurait d'ailleurs une interview des 3 Belges à découvrir Ouais, sur Eleven Sport. Mais aujourd'hui, ils ne gèrent plus leurs intérêts, sauf certains qui ont conscience un petit peu du modèle dans lequel ils sont et se disent ouais non, moi je veux quand même encore avoir un contrôle sur ma vie et je trouve qu'il est important de s'investir socialement aujourd'hui dans différentes causes, alors je le fais. Mais tous ne réfléchissent pas comme ça et donc c'est compliqué. ouais, non, Ça, clairement. c'est l'un des premiers facteurs. Et puis il y a aussi une perte de confiance, hein, je pense. C'est compliqué d'avoir une interview aujourd'hui quand même. Ouais. Ouais, tout à fait. Enfin, je prends mon cas ici à Buette, j'ai contacté énormément de gens. Par certains, je suis passé par leurs agents. Par certains, je suis passé par les responsables communication. À chaque fois, on me dit oui, oui, on transmet des numéros de téléphone, on transmet des adresses mail. Et puis à un moment, j'ai plus de réponse, j'ai plus rien. Alors, ok, c'est minuscule ce que je fais, c'est un tout petit truc, c'est pas énorme, mais le contact est vraiment compliqué. Pourtant, j'envoie des dossiers, enfin, je fais pas une bête demande qui est 10, on peut se voir. Enfin, non, c'est vraiment des vrais dossiers que j'envoie, mais on n'a plus de réponse. Et j'ai eu le cas, par exemple, avec Christian Cabasele,
Donc lui, Mhm. je lui avais envoyé un tweet, il m'a répondu, je crois, dans l'heure. Il m'a dit, ouais, ok, on peut faire ça quand tu veux. Je demande juste avec le club s'ils sont d'accord. Une heure après, il me dit, ouais, le club, ils sont ok, on peut faire ça quand tu veux. Et c'était génial. C'est un gars qui joue en première ligue, Ah qui, ouais. bon, après, ils sont descendus, ils ont eu un petit problème la fin d'année passée, mais c'est un gars qui est quand même énorme, qui a été Diable Rouge. Et il est resté d'une simplicité énorme. Et par contre, certains joueurs qui sont peut-être en D1, belges ou françaises et qui n'ont pas cette aura, te disent, t'envoient clairement chier en disant non, non, moi ça m'intéresse pas, c'est trop petit pour moi. Il y a un peu C'est ce problème. Le foot, c'était un sport populaire, maintenant c'est devenu vraiment un sport d'influenceurs en fait. Et c'est devenu un peu dommage quoi. excuse-moi, mais ça c'est mon coup de gueule du soir, c'est quand tu regardes le pognon que prennent certains agents qui gèrent les joueurs. Mais c'est quoi le plus important? Si aujourd'hui le football coûte si cher, c'est parce qu'il y a toute cette pub, c'est que ça a commencé à monter avec des Neymar, des Mbappé, il y a trop d'argent dans le foot. Et je me souviendrai toujours d'une interview que j'ai réalisée il y a quelques années avec Eden Hazard, c'est la première chose qu'il m'a dit. Évidemment qu'il y a trop d'argent dans le foot. Même lui l'a dit, mais on me propose ce contrat-là, je vais être con de ne pas l'accepter. Non, c'est clair, c'est clair. Évidemment, mais non, c'est devenu, c'est devenu vraiment presque désagréable parfois parce que tu envoies un message ou un mail et tu sais que ça va pas fonctionner. Et en Belgique, c'est le cas. Et ça, c'est mon deuxième coup de gueule du soir. Après, j'arrête. Tu sais très bien à l'avance qu'avec certains clubs, tu envoies ton mail dans le vent, que tu vas avoir un refus. Aujourd'hui, tu le sais. Alors, il y a les plus petits clubs qui ont envie aussi d'être mis en vitrine et avec qui c'est un plaisir de travailler. Il y a Eupen, il y a encore eu Courtrai, il y a Malines qui est très accessible. Le Standard fait quand même, malgré sa notoriété, tout pour. Mais il y a des clubs, je suis désolé, mais qui systématiquement refusent. Pourquoi? Et ça va encore plus loin. C'est il y a des clubs aujourd'hui, et ça, le Standard en a fait partie il y a quelques temps avec l'interview de Michel Prudhomme, c'est que les clubs, comme ils n'ont même plus confiance en la presse, vont eux-mêmes avoir leur cellule de communication. Alors ça se faisait déjà un petit peu avant, mais aujourd'hui c'est eux qui, pour pouvoir protéger entre guillemets leur contenu, proposent des interviews exclusives. Excuse-moi, mais quand j'ai lu la dernière fois du Standard que Standard TV proposait une interview exclusive de Michel Prudhomme, encore heureux qu'elle soit exclusive leur interview, c'est Standard TV. Et donc c'est quand même pour expliquer qu'on est dans un modèle où aujourd'hui les clubs ont leur communication et en fait font leur communication. Et on va de plus en plus vers ça. C'est-à-dire que les journalistes vont, comme ça s'est fait ici il n'y a pas encore très longtemps, vont regarder un contenu et vont tous regarder le même contenu qui est produit par un club. Et c'est plus le métier de journaliste. Non, non, bien sûr que non. Et pour moi, c'est le gros problème, c'est que du coup, on arrive dans un monde de football qui est cadenassé au plus haut point, souvent à tort, parce que c'est cadenassé pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de mettre le nez dans certaines affaires. D'ailleurs, la semaine prochaine, on a Football Politics qui sera avec nous dans la buvette, donc on va parler un peu plus, ça sera un peu plus délicat, mais donc on va parler surtout de l'ingérence politique grâce au football, donc notamment avec Ouais. les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn et le Qatar, mais aussi la Russie et le fameux Gianni Infantino. Mais donc voilà, le problème c'est ça, c'est que tu parlais des agents. Est-ce qu'en Belgique, c'est pas les agents qui gèrent le club, qui gèrent le championnat de Belgique? Malheureusement, en Belgique, c'est le pays où les agents ont le plus de rémunération. Pour un pays qui ne sort quand même pas des talents à l'appel et dont la plupart des transferts sont intradivisionnaires, on va dire. Les transferts sont de JPL en JPL, donc c'est un peu problématique aussi à partir du moment où maintenant la moitié de la... Enfin, je crois que c'était au stand où 20 ou 25% du budget, des dépenses de stand, c'était dans les agents pour au stand. C'est incroyable. C'est un problème, mais je pense que tu as tout résumé, en fait. Et ce qui est malheureux, c'est qu'il y a aussi les dernières décisions, les dernières affaires qui ont éclaté dans le football belge. Je pense que ça résume tout. Qu'est-ce que tu veux rajouter à ça? Mais si tu te fies à ça, il y a une période, je me rappelle quand tout ça est sorti, tu étais limite dégoûté. Mais tu fais quoi alors? T'arrêtes ou non? Et là, moi, voilà, tu penses entre guillemets au bon côté, au côté qui t'a fait rêver quand tu étais gosse, et t'essayes, c'est malheureux, mais t'essayes de laisser ça sur le côté en sachant, oui, que ça peut arriver. Et bien sûr que les agents prennent trop de place. Évidemment, et encore plus dans un championnat comme la Jupiler Pro League. Après, il y a d'autres stars, on pense encore à Kevin De Bruyne, à autres. Ça pourrait encore peut-être se comprendre. Mais en Jupiler Pro League, oui, certains sont trop influents. Et le problème, c'est que combien de fois
et encore ces dernières semaines, on ne voit pas des joueurs qui ne décident même pas eux-mêmes et qui, après coup, doivent se séparer d'un argent, Non, bien sûr. d'un agent, reçoivent des menaces, ça part dans. Enfin, c'est dur, quoi. Non, mais on en avait parlé avec Christian Kabasele. Donc, il était parti en Hongrie ou en Bulgarie, je sais plus. Enfin, il était parti jouer une année à l'étranger comme ça. Son agent voulait qu'il parte en Ukraine. Et lui, il a dit, mais non, j'ai pas envie d'aller en Ukraine. Si, si, vas-y, vas-y. Et du coup, ça, il y a eu voilà, un désaccord et il a dû quitter son agent pour pouvoir revenir à Eupen, changer de place et maintenant avoir la carrière qu'il a. Mais si lui prend pas cette décision et qu'il dit, oui, oui, je t'écoute, je prends le bon contrat là-bas en Ukraine, si ça tombe là, il est en division 2 ukrainienne et on n'en entend plus jamais parler. Quoi. Donc, Moi, c'est ce côté-là qui me donne courage, qui me donne envie de continuer, qui me donne encore du plaisir. C'est qu'il y a des personnalités comme Christian Cavacelle, il y a des personnalités dans le football belge et dans notre championnat qui ont les pieds sur terre, qui sont conscients du milieu dans lequel ils mettent les pieds. Et c'est en discutant avec ces joueurs-là qu'on apprend aussi, parce que oui, on pense connaître parfois les mécanismes, on pense connaître tous les rouages avec les agents, et quand vous entendez certains témoignages, ça fait froid dans le dos et vous avez même envie de dire ok arrête, parce que sinon je parlerai même plus de foot. Donc, mais ce qui est motivant, c'est qu'il y a des gens qui sont conscients de ça. Et heureusement, parce que sinon, ce serait quand même compliqué, quoi. ouais, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est ce qui fait qu'il y a quelques temps, voilà, j'ai eu une petite baisse de foi dans le football. Et c'est pour ça que je me suis dit, allez, tiens, j'ai envie de parler football avec des gens du milieu pour voir un peu s'ils ont la même opinion que moi. Mais c'est vrai que j'avais une baisse allez, je vais dire de foi parce que on voyait des clubs, des joueurs qui jouaient pour un salaire et n'étaient plus forcément chauds. Des gens qui, là, mouiller le maillot, ouais, ça dépend à combien. On préférait faire des stories Insta. Allez, moi je prends c'est un cas, ça me fait mal au cœur, mais Gareth Bale, c'est un joueur que j'adorais regarder à Tottenham, qui était un joueur qui se donnait à 100%, qui était à fond, il suffisait de le voir avec le Pays de Galles, c'était un fou. Puis il est sur le banc au Real, il joue pas, il joue au golf, il s'amuse dans les tribunes, il n'a pas du tout envie de jouer plus parce qu'il a un salaire qui est mirobolant. Là, on parle de son retour à Tottenham, apparemment ce serait fait, donc il va rentrer à Tottenham, mais quel gâchis, quel gâchis. Et effectivement, il gagne tellement d'argent, forcément, il n'a pas envie de casser son contrat. Forcément, c'est des prix, c'est incroyable ce qu'il a pris sur ces 4 5 dernières années sans jouer. C'est complètement fou. Ça, on peut toujours discuter, hein. Moi, je n'oublierai jamais le cas notamment d'Edmilson Junior, qui avait tout pour réussir, et même Ouais. dans un magnifique club, dans un grand championnat, qui a été se perdre. Bon, on connaît Junior, hein, je l'adore, côté un peu plus bling-bling. Après, il faut essayer de se mettre à leur place. On vous propose, ne fût-ce qu'un an ou deux, d'avoir un contrat pareil. Ben, je Oui. ne dis pas que je n'aurais pas fait le même choix, hein. Ah oui, oui, non. Mais après, je comprends tout à fait parce que imagine-toi maintenant, on te dit écoute, Jérémy, on aime bien ta façon de faire, on aurait une place pour toi pour commenter les Belges qui jouent en Chine, tu gagnes 10 fois ton salaire. Bah, t'y réfléchis. T'y réfléchis, forcément, tu peux pas dire bah non, non, tu peux pas tu vas y réfléchir, tu vas y penser. Et allez, je sais pas si vous en avez parlé avec Axel Witsel, mais c'est vraiment. Witsel et Carrasco, c'est les deux que j'aurais bien voulu avoir une fois. Pour parler un peu de ça. Pour voir comment. Parce que Witsel est quand même parti au Zénith, où là, c'était déjà un peu pour l'argent, mais à la limite, il y avait quand même un projet sportif. Après, quand il est parti en Chine, là, c'était. Le sport n'existait plus. Carrasco, même chose, il part en Chine pour revenir à l'Atlético. Pourquoi enfin, quel était leur cheminement de pensée avant de partir là-bas? C'est ça qui m'intéresse vraiment, qui m'intéresserait vraiment d'avoir comme info. Alors je sais, enfin vous Ouais, ce serait l'avez. sympa de savoir ce qu'ils avaient concrètement sur la table. Peut-être qu'ils sentaient qu'ils avaient fait le tour dans le club dans lequel ils étaient. Qu'est-ce qu'ils avaient concrètement sur la table? Peut-être des offres qui n'étaient pas aussi intéressantes, ou peut-être qu'ils n'avaient pas des offres pour aller dans un grand club et que du coup ils se sont dit, bon, en attendant, la Chine. Et puis il y a. Écoutez, moi je pense qu'il y en a beaucoup qui disent, oui, mettre la famille à l'abri. Bah, moi je crois que c'est quand même un argument qui vaut, hein, même si ça passe, Oh, même si c'est on l'argument est... le plus cliché aujourd'hui. non, c'est sûr, on est d'accord parce que, enfin, encore une fois, on me propose 10 fois mon salaire pour aller autre part. J'y réfléchis, forcément j'y réfléchis. Mais Ouais. le cas Carrasco est encore un peu différent, mais le cas Witzel, quand il part en Chine, je pense qu'on parle d'un salaire de 18 millions par an. Mhm. Il y avait un salaire de 6 millions par an à la Juve. Il y avait le On est projet de la Juve. Donc, mettre la famille à l'abri avec 6 millions par an, tu les mets à parfait. l'abri. Hein. Ouais, d'accord. Donc là, je me dis, est-ce que, enfin, c'était vraiment dommage parce que du coup, il revient à Dortmund, il fait une très bonne, enfin, il fait des très bonnes saisons, il joue très bien, il reprend sa place de Cador chez les Diables Rouges. Donc le niveau il l'a, il aurait pu gagner des titres avec la Juve et tout. Effectivement, il a gagné plus en Chine, mais
est-ce que ça valait vraiment le coup de aller peut-être s'enterrer un petit peu, perdre 2 3 ans, donc en plus ses meilleures années, là où il était censé être le plus fort, c'est dommage. C'est dommage. Mais lui, en tout cas, je pense, hein, personnellement, lui n'aura pas de regrets parce qu'il a fait ce choix-là. Il a pris la thune. Euh, il s'est rendu compte à un moment donné qu'il serait quand même très intéressant de revenir et il a réussi son retour. Mais combien ne partent pas et ne reviennent pas, hein. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien Voilà, sûr. ça c'est. Mais Mais oui, j'étais aussi étonné avec Axel qui aurait pu aller à la Juve. Mais ouais, franchement, c'est une question que j'aurais bien voulu lui poser un de ces quatre. C'est jamais, hein, peut-être qu'un jour il passera à la buvette boire un coup avec nous, ou bien plus tard, quand il aura raccroché les crampons et qu'il sera plus libre de parler de tout ça, ce serait intéressant. Ce serait intéressant. Mais le cas Pato aussi était très ouais, intéressant, hein. C'est un gars qui avait tout pour lui, qui aurait pu être une méga star. Il est parti en il y Chine en a directement. quelques-uns, hein. Ouais, ouais. Et Il faut- d'ailleurs, il l'a dit, hein. Pato, il l'avait même dit clairement. Il avait dit oui, mais c'est quoi gagner une Coupe du Monde quand on peut gagner 10 fois le salaire en Chine? Voilà, son choix, il est fait. Question de valeur aussi. Je C'est pense que ça. ça Voilà, joue c'est et du ça. de valeur. Mais ouais, je comprends un peu plus encore celui du Witzel. C'est parce qu'il y a eu le retour à Dortmund. Oui, Donc c'est vrai que s'il n'y a pas ce retour à Dortmund, on aurait tous crié, on aurait tous été convaincus. On en parlait même à un moment donné, à Witzel, c'est fini chez les Diables. et bien sûr. Euh, Bien Parti sûr. s'enterrer là-bas. Donc, mais je pense que lui a eu l'intelligence aussi de faire son expérience et de vite se rendre compte que. Je pense C'était qu'il s'est rendu compliqué. C'était compliqué. compte qu'il ira chier là-bas, mais ça n'avait rien à voir avec le talent qu'il avait, hein. Ben oui, mais bien sûr, mais bien sûr. Et puis voilà, après là-bas, est-ce que la vie est vraiment chouette? C'est vrai qu'on gagne plus d'argent, mais c'est pour rester confiné dans des petits cercles un peu entre nous et pas pouvoir faire Je veux grand-chose. bien faire l'effort pendant un an. Ouais, voilà, c'est ce qu'ils ont fait, quoi. Et puis, et puis on C'est verra. ça. Maintenant, moi, son salaire, j'y vais aussi, hein. Franchement, il n'y a pas de souci. Je vais en Chine, même maintenant, coronavirus ou pas, son salaire-là, j'y vais, T'as hein. juste un peu moins, hein. T'as juste un peu moins pour la buvette, c'est ça que tu m'as dit tout C'est à l'heure. ça, ouais, c'est ça, juste un peu moins. On n'est pas à 6 millions par an. Non, malheureusement, j'ai signé moins cher avec les sponsors qui sont Jupiler et Mas, mais ça reviendra plus tard. Voir avec ton agent. Ouais, c'est ça. Mais justement, donc, on reparle un peu du niveau de la Jupiler Pro League. Donc, on sait, il y a eu pas mal de problèmes. Dernièrement, le dirigeant de Roulers qui a été accusé d'attouchement mineur, un actionnaire de Malines qui se fait arrêter en plein match, les agents qui prennent un peu beaucoup de place. Maintenant, il y a quand même des choses qui sont bien. Je pense la gestion du club de Charleroi. Alors, Mhm. il y a eu la grosse dimension tonton Abbas, comme on l'appelait dans le stade à Charleroi, mais qui avait pris beaucoup de place et sa communication était au mieux mauvaise. Maintenant, Mehdi a repris, sa communication est excellente, il travaille sur les jeunes, il travaille bien, ils vendent des joueurs très chers et ils reprennent des joueurs limite meilleurs. Le cas Kayembe Nourio est un cas d'école, hein, donc ils vendent Nourio une fortune, ils prennent Kayembe qui est 2 fois plus fort. Pour encore une fois, pour un Mars et 2 Twix, quoi. Enfin, je veux dire, il a rien coûté ce gars-là et il est juste incroyable. Donc, le projet d'Anderlecht, je sais pas trop quoi en penser. Donc, On est on a deux. envie de faire quelque chose de bien, on a envie de travailler avec les jeunes, on a envie de faire des choses. Maintenant, voilà, c'est peut-être compliqué. Je suis pas sûr que le fait que Compagnie prenne aussitôt les rênes de l'équipe soit une très bonne chose. Je pense que Frankie Verkotteren avait quand même pas mal de choses à apporter et Vincent aurait pu être encore en backup là-dessus. Mais il y a quand même des projets, voilà, c'est quand même un projet qui a envie de se faire football. Ça, c'est Mais encore plaisant. je pense que impliquer les jeunes, c'est évidemment une bonne chose, surtout quand tu t'appelles Anderlecht, quand tu as un centre de formation qui est assez exceptionnel. N'oublie pas non plus que dans ce centre de formation, on pense en fait, le problème, c'est notamment Alexis Salemakers. Moi, je comprends toujours pas comment on a géré le cas Alexis Salemakers du côté d'Anderlecht. Enfin, c'est une autre histoire, mais oui, vous devez faire jouer les jeunes, mais, et moi, c'est ça qui m'étonne un peu plus, vous avez besoin quand même de- des joueurs d'expérience pour les Oui. encadrer et pas seulement dans le vestiaire. Comment vous expliquez qu'un Adrien Trebel, par exemple, reste dans les tribunes aussi longtemps? Vous mettez Adrien Trebel dans le jeu du Sporting d'Anderlecht, avec les jeunes notamment du Sporting d'Anderlecht, il apporte déjà. Il incarne le respect aussi, Adrien Trebel, de par son talent, de par sa personnalité. En défense, vous ne pouvez pas aligner 4 jeunes en défense. Aujourd'hui, vous avez Murillo qui arrivait, même si Compagnie, lui, n'est plus dans l'équipe. Mais c'est important pour ces gamins-là. C'est comme si on te lâchait, Chris, ou on me lâchait comme ça du jour au lendemain. Paf, tiens, ça c'est le plateau de la BBC. T'as Bien 5 sûr. minutes pour faire cette preuve. C'est ça, hein, bien sûr. La gueule. C'est clair, c'est clair. Et c'est vrai que c'est dommage parce que
il y a des projets qui donnent envie. Bon, alors le projet du Standard, pour l'instant, il est aussi un petit peu plus flou. Là, le coach a l'air quand même d'être assez costaud. Bon, après, la gestion du Cacarcela, encore une fois, on ne sait pas comment ça va dans le vestiaire. Donc, malheureusement, c'est difficile d'en savoir un peu plus. Je trouve que c'est un joueur fabuleux. Mais effectivement, il y a peut-être quelques frasques qui ne plaisent pas dans un À partir vestiaire. du moment, à partir du moment où Mehdi monte dans le dernier match contre OHL, quand c'est la merde, il faut dire les choses comme elles sont, Ouais, bien sûr. le standard est mené. À partir du moment où tu le fais monter à ce moment-là, ben, c'est que, un, il est au top physiquement, et deux, si Mehdi Carcella est au top physiquement, Mehdi Carcella commence. Il n'y a pas meilleur à son poste. Avec tout le respect que j'ai pour les autres joueurs du standard, il n'y a aucun joueur aujourd'hui qui peut être aligné qui est meilleur que Mehdi Carcella. Ouais, c'est un des top joueurs belges en Belgique. Enfin, Mais s'il y a un problème avec Carcella, qui peut être un problème de comportement ou autre, mais tu ne le prends pas. Tu le laisses à la maison. Il y a un problème physique, tu ne le prends pas, tu le laisses à la maison, mais en le mettant sur le banc, tu fais passer quoi comme message? Personne ne sait quoi. Soit tu communiques clairement, voilà, soit s'il est là, tu le fais jouer. ouais, parce que c'est vraiment un aveu de dire voilà, Mehdi, t'es sur le banc parce que ça ne va pas, parce qu'on s'entend pas dans le vestiaire. Mais si ça va pas bien, vu que t'es quand même le plus fort, on va te faire monter pour essayer de renverser la vapeur. C'est vraiment le message qu'il a donné contre HL, quoi. Donc, Vous n'avez pas le petit sourire de Mehdi Carcella, hein, si vous avez l'occasion de revoir l'image, de Mehdi Carcella qui, au moment où Montagnier lui donne une petite claque pour dire vas-y, il a un petit sourire en coin qui est assez explicite, je trouve. ouais, j'ai pas vu cette image-là, tiens, ce serait intéressant de regarder l'image. Mais oui, donc, effectivement, le football belge, il y a des. Voilà, il y a du chaud, il y a du froid. Et, les fresques Wasland Beveren, Charleroi fait du bien. ben, Charleroi fait du bien de par les valeurs aussi. Ils ne vivent pas au-dessus de leurs moyens, comme tu le disais non, tout à l'heure, c'est sûr. leurs moyens de recruter, de revendre. Et puis ce qu'ils font, enfin, c'est. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a moyen de s'identifier hein, dans cette équipe de Charleroi. Et puis, voilà, il y a moyen de s'identifier avec des joueurs qui représentent bien le club et dont les supporters peuvent aller chercher en disant ouais, moi, ce joueur-là, ça c'est vraiment un vrai Carolo. On pense aux Deux Soleil notamment, on pense aux Willems qui sont là. C'est des joueurs, voilà, encore une fois, auxquels on peut s'identifier. Et ça va bien en coulisses. Regardez aujourd'hui les clubs en Belgique pour lesquels ça va un peu moins bien en coulisses. Moucron, on sait qu'il y a aussi quelques soucis d'affaires pour Ouais, l'instant. Sur le terrain, on peut quelques, dire c'est costaud. encore. On ne parle pas de Malines, qui est une équipe qui doit être dans le top 6 minimum, qui se cherche aussi, c'est compliqué, mais je peux vous assurer que tout ce qui se passe en coulisses à Malines, ça joue. Hein. Bien sûr. Donc voilà, c'est bien pour Charleroi. Je leur souhaite vraiment, on pose souvent la question est-ce qu'ils peuvent être champions? Ben, c'est tout le mal que je leur souhaite, pourquoi pas? Pourquoi Charleroi ne pourrait pas être champion alors qu'il y a une autre équipe? Voilà. Ils n'ont pas la meilleure équipe sur le papier, mais en termes de cohésion de groupe et de ce qu'ils montrent pour l'instant, le Ah, ils plus sont dur, ce costauds. sera Ah ouais, on bien peut le sûr, dire. bien sûr. C'est beau, hein? C'est C'est très sûr. très beau ce qu'ils font, Carolo. Non, non, c'est clair. Et enfin, moi, j'étais abonné quelques années au stade et ça a toujours été. Je cache pas que j'ai toujours été fan de Charleroi. Et c'est qu'on a mangé notre pain noir, notre pain noir aussi. Hein. Il y a eu des périodes qui étaient compliquées. Maintenant, effectivement, il y a un groupe. Alors, il y en a beaucoup qui parlent un peu. Est-ce que Charleroi peut être champion comme Leicester? C'est différent. Leicester, ils jouaient la relégation, ils venaient de monter. C'est pas la même chose. Là, Charleroi, ça fait quelques années où l'année passée, ils sont troisième dans la phase classique. Bon, après, ça s'arrête pour le Covid, mais ils auraient pu finir deuxième s'ils gagnaient le dernier match. Ils ont fini quelques fois en playoff 1 ces dernières années. Donc, on n'est pas sur un cas de quelque chose qui est complètement fou. Belosine, moi j'avais peur parce que j'étais très fan de Felice Mazou et je trouvais qu'il tenait bien son groupe. Belosine est arrivé, il a continué le travail de Felice. Il n'y a pas eu de rupture du tout, au contraire. Le groupe s'est toujours soudé, le groupe a continué d'aller vers l'avant. Et là, j'ai vu deux, trois interviews, notamment à la tribune lundi passé, où on parlait de qu'est-ce que ça faisait de jouer contre Charleroi. Ben, la première chose qu'on dit, ben, c'est un groupe. C'est une équipe, c'est des gens qui se laissent pas faire. Quand on encaisse contre eux, on sait qu'on va avoir dur à aller chercher le but parce qu'ils vont se défendre, parce qu'ils vont se jeter l'un pour l'autre. Et c'est Il y ça a la différence. Mehdi Bayat qui est très intelligent dans un secteur dans lequel je trouve on n'en parle pas beaucoup et qui joue beaucoup dans le mental des joueurs, c'est que regardez un petit peu du côté du Sporting de Charleroi les années de contrat restantes des joueurs qui sont dans l'effectif. Dès que vous avez peut-être à un moment donné un joueur auquel il reste une année de contrat et légitimement, les joueurs se disent tiens, est-ce que je dois partir, qu'est-ce que je dois faire? Directement, Mehdi prend les choses en main aussi. Je vais te faire re-signer, ou alors tu peux y aller. Il y a des discussions et ça aide. Vous ne commencez pas à ruminer et vous ne mettez pas des joueurs dans un match qui commencent à ruminer à je dois absolument performer aujourd'hui parce que j'ai envie de partir ou là j'ai envie de renégocier. Voilà. Les joueurs à Charleroi sont là et sont impliqués dans le projet parce qu'ils sont Charleroi. Et moi, je suis persuadé que ça fait la différence aujourd'hui aussi.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça reste un vrai groupe et du coup, effectivement, c'est dommage que maintenant on peut plus trop aller au stade et que c'est plus compliqué, mais j'aurais bien peut-être repris un billet ou deux pour aller revoir quelques matchs parce que voilà, je crois que avec ce qu'ils sont en train de montrer, je crois que la T4 aurait été en feu et ça aurait été intéressant. Ça aurait été intéressant. On peut nous faire un petit pays de Non, Charleroi. ça je peux pas. Ouais. C'est interdit. Ma femme est à côté, c'est interdit. Je vais prendre une savate juste sur le coin du front. Donc non, je le ferai dans le stade, promis. On se boira un pot une fois que tu commenteras Charleroi et on se fera ça ensemble si tu veux. Je ne promets pas de chanter parce que je ne chante pas bien. Moi non plus, ça c'est sûr. Mais du coup, et là, c'est un peu la dernière question sur le club belge, mais est-ce que tu penses qu'il y a encore une chance dans les prochaines années de revoir un club belge jouer des premières places européennes? Alors, on a envie de dire non comme ça, mais moi j'ai envie d'y croire. Alors, on va dire on compte sur qui? On regarde déjà en Belgique le budget. Le club de Bruges a un budget qui est 2 fois supérieur à celui qui est deuxième dans ce classement des budgets. Donc, on attend hein, de Bruges de nous faire quelque chose. Ils ont fait de belles choses contre le Real Madrid. Faut s'en souvenir aussi en Ligue des Champions, mais le problème c'est qu'on sait très bien que quand un club belge y va, l'objectif c'est quoi? C'est la troisième place. Et c'est aussi un problème d'ambition. Quand vous êtes en Ligue des Champions, c'est un peu différent. Euh, Moi, je pense que la Ligue des Champions, à l'heure actuelle, elle n'est pas faite pour les clubs belges, en tout cas pour aller loin, à moins d'un exploit. Et alors, on Ouais. parlera d'exploit. En tout cas, pour l'instant, dans les prochaines années, je ne vois pas une équipe qui, oui, peut-être le club de Bruges pourrait, en fonction du tirage, espérer se qualifier une fois pour les huitièmes de finale. Mais après, faut être réaliste, ça va être compliqué. Alors, vous vous dites, OK, pas la Ligue des Champions, est-ce qu'on peut faire quelque chose en Europa League? Et là, moi, je reste convaincu que l'Europa League peut être une compétition pour un club belge. Le problème, c'est que souvent, les clubs belges snobent ces compétitions-là, ou se disent, ouais, mais moi, mon objectif, on pense à un Standard, on pense à Bruges, c'est de préparer les playoffs, c'est de gagner le championnat et de ne pas faire de cette Coupe d'Europe une réelle priorité. Après, c'est pas spécialement leur faute. Tout le monde n'est pas Séville, tout le monde n'a pas le noyau de Séville ou de ces grandes écuries européennes. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut être réaliste. Le budget influence énormément aussi les résultats des clubs. La Ligue des Champions, si elle reste dans ce format actuel-là, sera de plus en plus élitiste. Alors moi, j'espère que le Covid va au moins servir à ça, c'est d'avoir ces matchs uniques, d'arrêter les matchs aller-retour. Ça pourrait peut-être aussi déjà offrir d'autres scénarios. Puis pour la Belgique, moi je dirais, en Europa League, il y a de la place. Gand a fait un exploit il n'y a pas très longtemps contre Tottenham. Le club de Bruges a déjà été pratiquement aussi dans le dernier carré, si pas dans le dernier carré, avant d'être sorti contre le Dniepopetrovsk ou quelque Mhm. chose comme ça, si mes souvenirs sont bons. Mais c'est aussi une question de calendrier. Et, et parfois, c'est un peu frustrant de se dire, ah oui, il y a le club de Bruges qui joue en huitième de finale ce soir de l'Europa League, mais tu sais très bien qu'il y aura un match hyper important contre Anderlecht dans 3 jours en championnat. Ouais, et le match de la demi-finale de coupe une semaine après, alors que ça reste quand même un objectif. Voilà. Et ils ont pas le noyau. Même oui, Bruges a un noyau qui est 10 fois meilleur, mais tu peux pas rivaliser aujourd'hui avec les équipes qui sont en Ligue des Champions. Donc, pour résumer, en Ligue des Champions, ce serait un exploit dans les prochaines années si on voit un club belge. Et j'ai pas l'impression que ça peut aller en s'améliorant. Si le format, en tout cas, reste celui-là. En Europa League, pourquoi pas, hein. Ouais, On ben, espère. on On peut espère, pas non- on espère. Le but de Bolat contre la Z Alkmaar, on ne pas. Mais c'est ces émotions-là qu'on a Bien envie de sûr. voir. Et je suis Carolo, mais quand j'ai regardé le match là, j'ai sauté aussi. Je me souviens encore d'où j'étais. J'étais dans une chambre aux côtes de François Descamps, justement. On regardait ce match là. Quelle folie! Enfin, je veux dire, c'est un goal d'un gardien qui vient de donner le point de la qualification. Bon, enfin, c'est incroyable. On a envie de revivre Le des nuits de, football comme belge, ça. je vais peut-être surprendre, le football belge n'est pas mauvais. Mais le format dans lequel il évolue ne fait pas en sorte qu'il soit meilleur. Non, non, non. Donc voilà, ce format-là n'aide pas. Alors ici, cette année, waouh, super, on aura des playoffs avec le top 4. D'un côté, ça a quelque chose d'excitant parce que ceux qui ont raté leur début de championnat, là, pour l'instant, bon courage, hein, Ouais, ça va être difficile, pour hein. aller dans le top 4. Mais non, ça n'aide pas parce que c'est pareil. Je terminerai là-dessus, Chris, mais pour une équipe qui a envie de se qualifier pour les playoffs, elle sait qu'elle n'a pas le droit à l'erreur, qu'elle doit être dans le top 6. Si vous avez une compétition classique, elle sait qu'elle a un peu plus le droit à l'erreur et qu'elle peut peut-être donner un peu plus de force à un moment donné en Europa League. C'est pas le cas avec le système des playoffs, hein. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Bah écoute, Jérémy, on arrive un peu à la fin de Déjà, l'interview. Ça fait déjà une petite heure que je te tiens. J'ai pas vu le temps passer par contre, hein, donc c'est très bon tant signe. mieux. C'est très bon signe. Mais Excuse-moi, du coup, je finis toujours un peu les interviews par des petites questions un peu plus aïe, aïe, aïe. personnelles. Donc, pour toi,
quel est le meilleur moment journalistique, sportif, qu'il y a eu en Belgique? Où c'est Euh, vraiment le journaliste, Directement appliqué ou pas? c'est le moment où c'est le journaliste qui a fait que ce moment était fabuleux. Mais on en a parlé tout à l'heure, hein. J'en ai deux. Donc, ça reste ce qui s'était passé aussi avec les Borlée et Nafitiam, Vincent Langendries, Fred Honneux. Ça, j'oublie pas. Mais pour dire de changer un petit peu par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, je te dirais l'émotion, et du coup, c'était pas uniquement le journalisme, mais c'était une émotion collective aussi. Belgique-Japon. Plus que Belgique-Brésil, Belgique-Japon. C'était voilà, le Philippe Albert, Rodrigo, enfin là, ça Ouais, aurait pu être n'importe qui d'autre, je pense, hein, aux commentaires, hein. Euh, je pense que voilà, c'était ce moment-là, bah, Belgique-Japon. c'est vrai que d'ailleurs moi j'ai un stream deck ici et une des choses que j'ai en raccourci, c'est le Je l'ai dit bordel de Philippe Albert. Donc je l'ai en raccourci dès que quand je joue à un jeu quoi, il y a un truc qui je fais un beau geste, c'est un Je l'ai dit bordel. Ben, c'est vrai que là tout était parfait pour ce moment-là. Enfin le 0-2, on revient à 2-2, la contre-attaque qui se passe parfaitement, une contre-attaque à la Olivier Tom avec aucune passe ratée, tout le monde qui se comprend. Enfin c'était ouais, on a éclaté de joie, ça a gueulé dans tous les sens, il y a des bières qu'on volait, c'était un très beau moment, un très beau moment. Non, ce moment-là, mais tu m'as dit d'en choisir un, hein, donc Ouais, après, si t'en as des autres qui t'ont aussi marqué, n'hésite bah, pas. Hein. la médaille d'or de Greg Van Avermaet, hein, au JO, on en parlait, ça reste aussi, C'est vrai. ça reste, ça reste assez ouf. Et, je me souviens d'un reportage de Mathieu Istas qui avait été, c'était le jour après, je pense, avec Greg Van Avermaet. Il avait fait un reportage fabuleux aussi. Enfin voilà, Ouais, mais on a fait c'est vrai qu'en vélo, on n'en parle pas assez, mais le titre de champion du monde de Gilbert à Valkenburg, c'est aussi un truc où là, Rodrigo a accompagné Philippe Gilbert. Et c'est vrai que je trouvais ça aussi un moment d'extase, un peu comme quand, je crois que c'est les Belgian Tornado, enfin le relais 4x100, 4x400 ou 4x100 des Belges, où Vincent Langendries accompagne vraiment la course des femmes sur la piste. Et c'est là que la pression monte, les émotions montent, et quand ils arrivent à la ligne de fin, oui, ça exulte, quoi. absolument. Donc voilà. Mais écoute, une autre petite question à ce niveau-là. Tu es journaliste sportif. S'il y a une personne que tu aurais voulu interviewer, alors passé, présent, donc quelqu'un qui peut être décédé maintenant, hein, ou quelqu'un d'actuel, qui est-ce que tu aurais voulu vraiment passer, voilà, au crible, pouvoir avoir des infos sur sa vie, sur comment il a ressenti certaines choses ou des choses comme ça. J'aurais envie de dire dans un premier temps, le premier nom qui me vient à l'esprit, c'est Roger Federer. Ah ouais, sur le tennis, tiens. Ouais, il est, il est classe en fait. Il a un talent, mais il est talentueux et classe en même temps. Et, quand- parfois, je regarde des matchs et tu fais même pas attention au match qui est en train de se dérouler. Tu regardes la personnalité et tout, et tu te dis, ouais, Roger Federer en fait partie. Ok. Mais c'est vrai qu'en plus, il a été élu, je crois, joueur le plus. Alors, c'était pas le mot bankable, mais le joueur qui n'a jamais eu de problème. Il a toujours été marié à la même femme, il a eu ses enfants avec. Il a jamais. Enfin, ouais, il s'est de temps en temps énervé, mais comme on peut s'énerver sur un sport, mais c'est vrai il est toujours resté dans les clous, il est toujours resté très classe. Il travaille beaucoup avec ses associations, il fait beaucoup de choses. Et Ouais, ouais, Federer et Valentino Rossi aussi. Parce que ça, c'est plus l'image qui renvoie. C'est assez fou. Et pour suivre le MotoGP très très régulièrement, l'avoir déjà croisé, jamais parlé directement, interviewé, oui, mais dans une masse de journalistes. ouais. Et enfin, ouais, il y a tout un storytelling, hein, qui est mis en place avec lui, etc. Évidemment, mais Et justement, il y a peut-être une raison, et ce serait bien d'avoir ces réponses-là. Justement, ça pourrait être intéressant aussi, à ce ouais. niveau-là. Et alors, dernière petite question, si tu pouvais avoir quelqu'un ici à la buvette que tu pourrais voir pendant 1 heure, boire un coup avec, et vraiment quelqu'un avec qui tu voudrais passer un bon temps pendant 1 heure, ce serait qui? Monde du foot, monde du journalisme, un peu n'importe qui. C'est une bonne question. C'est une bonne question. On part plutôt dans les sportifs alors, hein. D'accord.
Non, c'est une question Ah, vraie. n'importe. Donc, vraiment, soit dans le monde. Enfin, oui, ça reste dans le monde sportif forcément, mais ça peut être dans le journalisme, ça peut être des dirigeants de club, ça peut être des joueurs, ça peut être. Eh bien, pour l'instant, et ça a souvent été un souhait, ça n'a pas encore été fait, c'est Roger Laboureur, en fait. Ça, c'est dans les personnalités. Je te dirais peut-être une personnalité sportive après, hein, mais Roger Laboureur, parce que dans un premier temps, on en avait beaucoup, beaucoup parlé, et puis évidemment, j'ai écouté ses commentaires aussi, et j'aimerais bien comprendre aujourd'hui et pouvoir discuter avec lui de l'évolution du métier aussi, et de ce qui a pu construire le mythe Roger Laboureur aujourd'hui. Tout le monde en parle, vraiment avoir une discussion avec lui, pouvoir discuter tranquillement et lui dire, ouais, mais est-ce que toi aussi tu es resté toi-même? Qu'est-ce qui faisait ta force? Ce genre de choses. Ça m'intéresserait vraiment. Ouais, en plus, enfin, pour nous, on est de la génération. De cette enfin, la nouvelle génération de journalistes, entre guillemets. Mhm. Donc, enfin, je suis pas vraiment journaliste, mais on s'entend. Mais le seul nom qui revient toujours des anciennes générations, c'est Roger Laboureur. C'est son goal, 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 c'est au Mexico 86, voilà, c'est... Enfin, je sais que mon père a pleuré sur des commentaires de Roger Laboureur, donc effectivement, Ouais, ça doit... j'aimerais voir un peu comment il a vécu. Un peu Ouais, voir comment il a vécu tout ça. Parce que le monde n'était pas le même. C'était pas non plus le monde un peu de vedettariat comme ça l'est aujourd'hui. On parle moins en Belgique, mais le système de starification est moins grand en Belgique, hein, mais en France, c'est également le cas. Voudrais vraiment savoir comment ça se passait à l'époque, notamment pour tous ces facteurs-là. ok. Et au niveau sportif à ce moment-là? Au niveau sportif, si c'était plus le Covid et que je pouvais emmener mes petites sœurs avec moi, alors je veux bien aller à la buvette avec Nafisa Toutiam. C'est Voilà. vrai que, c'est vrai que ça a l'air aussi d'être une... Enfin, c'est une athlète hors du commun, parce que vu ce qu'elle a déjà réalisé à son âge, c'est déjà assez fou. Mais c'est vrai qu'elle a l'air aussi très, très abordable et à mon avis, Oui, elle doit avoir pas mal de choses à dire aussi à ce niveau-là. on va commencer l'athlétisme en ayant vu justement une de ses courses. Ah oui, ah ben comme quoi, Donc ça motive aussi les jeunes. Ouais. c'est clair. Qu'elles le sachent, en tout cas, c'est important. C'est ça, c'est ça. Mais écoute, Jérémy, je sais pas si tu as encore quelque chose à dire, si tu veux ajouter quelque chose. Ah, on pourra encore parler 1 heure, mais Ah oui, oui, il n'y a aucun souci, pourrait rester des heures. non, mais c'était un plaisir, vraiment. Ça a été un plaisir. Et tout à l'heure, tu disais, oui, vous êtes un petit peu inspiré de la buvette pour Eleven Corner. Eh bien, sache que ce n'est pas vrai, en Ah tout cas me non, concernant, puisque j'ai appris à découvrir la buvette. Tu m'en voudras pas. Ça a commencé à l'épisode avec Swan, Borsellino. d'accord, ok. Voilà. Donc, ça fait pas très très longtemps. Tu m'en voudras pas. Maintenant, je sais que je dois aller sur Twitch. Euh, mais donc voilà. Mais c'est un chouette concept aussi. Ça fait du bien de pouvoir prendre le temps de discuter. Et ouais, c'est chouette d'échanger. Donc voilà. Ben oui, tout à J'espère fait, tout à que fait. c'est ton- Ah ben écoute, ce fut un vrai plaisir. Je suis vraiment très honoré de t'avoir eu et je te souhaite tout le meilleur du coup pour les 38 ou 37 émissions qui restent de 100% sport. Bah, 40 même, parce qu'il n'y en a pas encore une. La première, c'est le 27. Donc ça commence à cogiter. Les nuits sont de moins en moins bonnes. D'accord. Il y a de l'impatience. Donc ouais. Ben écoute, Vivons que la première soit au top. Ben écoute, je peux te dire que bonne merde, hein. C'est ce qu'on dit dans ces cas-là. Archie te dit bon courage aussi pour la suite. Donc, merci Archie, hein. Merci beaucoup. voilà, ben écoute, je te souhaite tout le meilleur et si on se croise une fois dans les locaux de la RTBF, on s'en boira une petite quand même. Ou à Charleroi, Ou à si j'ai bien Charleroi. compris. À Si Charleroi. jamais tu vas au stade une fois, on ira boire un coup aussi. Tant madame, ça va alors. Ça va, ça va. Allez, ben écoute, passe une très bonne soirée À toi aussi et et à vous. à la prochaine. Ciao, ciao. Allez, salut les amis, à bientôt. Ciao, ciao.